Je remercie la chaîne DBS qui me fait l'honneur de me faire parler de Ndomo, qui a été la personnalité au centre de ma thèse devant la cour et dans la concession familiale à Batoufa. Ça me va tout droit au cœur d'abord. Parler de Ndomo, que j'ai traité dans une thèse de 750 pages en quelques minutes, c'est une gageure. Mais nous allons essayer de condenser l'information en vous disant que Ndomo est le fils aîné d'une fratrie de 4. Son père s'appelait Augustin Ndomo et sa mère Véronique Vouquin. Ndomo est né à Bafou un 26 septembre de l'an de grâce 1926. Monseigneur Albert Ndomo va faire l'école de son village et plus tard il va venir dans la ville de Tchang. Quand il dit son village c'est à Bafou. Après il viendra à Tchang dans la grande mission. C'est là-bas qu'il va terminer ses études au cours moyen 2. Et il fait son entrée au séminaire Saint-Michel à Mélon. C'est en deuxième année de séminaire qui équivaut à la classe de 5e qui passe le CEPE. Et de là-bas il ira au grand séminaire de Colbisson. C'est là-bas qu'il sera ordonné prêtre, le 21 décembre 1955. C'est une année de mystère, parce que 1955 est une année charnière dans l'histoire du Cameroun. Charnière pourquoi? Parce que c'est en 1955 que par rapport à l'Église, Rome décide d'ériger le vicariat apostolique en diocèse. Et le diocèse de Konsamba, comme d'autres diocèses du Cameroun, va donc naître le 14 septembre 1955 et dont les Ndomo sont comme les fils aînés des diocèses qui naissent au Cameroun en cette période. Monseigneur Ndomo, en naissant en 1926, est de 2 ans le cadet d'Amadou Ahidjo. Si je fais allusion, c'est parce qu'ils seront plus tard les acteurs d'une histoire. Il est de 2 ans également le cadet de Wandji. Il est de 4 ans le cadet de Monseigneur Jean-Zois. Lorsqu'il est au séminaire, il va innover par sa qualité de vie, par ses prises de position qui sont qualifiées d'iconoclastes. On n'attend pas ça d'un séminariste africain qui doit être docile, qui doit, n'est-ce pas, obéir aux ordres. Et encore, quand cet ordre est blanc, ça prend une autre connotation. Mais Ndomo va résister à tout ça. Et ça va se matérialiser beaucoup dans ce qu'on a appelé dans l'histoire de Ndomo et du tarot. Il avait décidé par lui-même d'imposer la consommation des mets camerounais aux prêtres blancs. Il leur reprochait d'interdire aux séminaristes de consommer le pain parce que c'était une nourriture blanche et que c'était bon pour le macabo. Il a demandé où est la valeur de la communion, le repas fraternel que Jésus avait eu avec ses apôtres avant de s'en aller au ciel. Le Notre Père qu'on célèbre, quelle valeur ça a? Est-ce qu'on va demeurer à la formule du humompérisme colonial? Oui mon père, oui mon père. On est en position inclinée chaque fois. Quand est-ce que l'Africain va être debout? De là-bas va naître l'ambition de Monseigneur Albert Ndomo de lire l'évangile avec les lunettes africaines. Père Angèle Benvin, qui est le cadet de Ndomo de 4 ans, disait quelque part qu'on ne peut pas lire la Bible futon juif sur les bords du Jourdain comme on la lirait en Afrique. Parce que l'Afrique a sa manière de parler au monde, l'Afrique a son langage. Et voudrait bien parler au monde sans qu'on lui chuchote à l'oreille ce qu'il faut dire. Sans qu'on lui chuchote à l'oreille la manière de se tenir debout. L'Afrique, c'est ça. Et Benvin terminait en disant la chance du monde de demain, c'est l'Afrique. Les monseigneurs Ndomo vont incarner ça depuis leur formation au séminaire. Et c'est mieux par cette conviction qu'il dira aux prêtres blancs, si vous me chassez du séminaire, je créerai ma propre église, j'attire au monde. Et les prêtres blancs arriveront aussi à la conclusion que si on sort un gars comme ça du séminaire, c'est créer d'autres tendances qu'on a de la peine à contrôler. Ndomo est donc retardé au séminaire de 2 ans et n'aura donc son ordination que le 21 décembre 1955, la veille de Noël de cette année-là.
Mais 1955, comme je l'ai dit, n'est pas charnière seulement parce qu'on a érigé les vicariats en diocèse. C'est aussi charnière parce que c'est en 1955, au mois de Pâques, à la période pascale, que les vicaires apostoliques, pas encore évêques, vont adresser aux fidèles chrétiens, catholiques, une lettre passée dans l'histoire comme lettre commune des vicaires apostoliques à leurs fidèles. Ce qui est important pour nous, c'est que cette lettre demandait aux fidèles chrétiens de ne pas adhérer à l'UPC qui était un organe de Satan. Tout fidèle chrétien qui était allié à cette formation politique communiste, et le communisme était condamné par le souverain pontife, l'ont-ils dit, était donc voué au feu de l'enfer. Ndommo va grandir dans les champs de café à Bafou. Son père était planteur avant d'être bricoleur plus tard. C'est dans ces champs de café que Ndommo va grandir au petit séminaire qui est même bâti dans les champs de café. Et c'est dans les champs de café que Ndommo allait discrètement apprendre les messages que Oumnoubé ramenait des Nations Unies, où il était allé déjà en 1952. Donc avant sa sortie du séminaire, Ndommo assistait aux réunions de Ruben Oumnoubé dans les champs de café de Mélon. Donc c'est ce Ndommo-là qui est donc sacré prêtre en 1955. Et 1955 est l'année où politiquement commence ce qu'on appelle les guerres d'indépendance. Conclusion, il sort des phénomènes d'interrogation pour entrer dans les interrogations. Et il va donc vouer sa pastorale à rechercher les réponses à ces questions que pose l'histoire. Et au nombre donc de ces questions que pose l'histoire, il y a comment redonner vie et espoir à son peuple. Voilà le fond du message que portera Ndommo. Et sur le chemin Ndommo, le politique va faire interférence. Et Ndommo va donc comprendre que pour atteindre ses objectifs d'aménagement du social, il va affronter le politique. La politique va l'amener à rencontrer Aïdjo. D'abord en mission évangélique pour asseoir la paix en ralliant Wandje, ce qui va provoquer l'arrestation de Monseigneur Albin Ndommo le 28 août 1970 et les procès qui vont suivre en décembre 1970, la condamnation à mort, la grâce présidentielle, la libération et l'exil. C'est parce que tout ce que je vais dire vont contribuer à enlever cette obscurité. Parce qu'il y a des fondamentalistes qui ont validé la thèse de la trahison. Dans ma thèse et dans la revue d'histoire, au sous de l'histoire dont nous sommes en train de faire la promotion, nous disons que nous avons publié la lettre d'accusation qui est la lettre presque officielle de l'UPC, signée de son secrétaire général de l'époque du journal, Adolphe Makambintolo. Et nous avons publié à côté la réponse de Monseigneur Albin Ndommo. Dans cette réponse, il pose la question de savoir j'ai trahi pour bénéficier de quoi? Parce que toute trahison devait normalement apporter un bénéfice. Pour bénéficier de 6 mois d'enchaînement sur le lit dans la prison de Tcholiré, où il faut rêver être avec Dieu pour pouvoir sortir vivant, pour faire 5 ans à Tcholiré, pour connaître l'exil, parce que l'interview qui passe après l'exil justement, pour aller vivre le froid canadien, j'ai trahi pourquoi? Et donc le titre global de cet article c'est non à Makambintolo, je n'ai jamais trahi mon frère Ernest Wandje. D'ailleurs, Monseigneur Albin Ndommo apprend la mort de Ernest Wandje qu'après sa prison, hein, parce qu'ils étaient séparés. Maintenant, quant au rapprochement, dans mon travail, j'ai fait un clin d'œil sur le rapprochement entre Monseigneur Thomas Mongo, qui était d'Egni Bassa, et Ruben Oumnoubé, et qui a abouti à la mort de Ruben Oumnoubé. Mais Monseigneur Thomas Mongo, en tant qu'individu, n'avait jamais été inquiété. On peut faire valider la thèse de ce rapprochement qui avait pour mission d'indiquer les cachettes de Ruben Oumnoubé. Mais ici, nous apprenons que lorsque Monseigneur Ndommo est interpellé par Rome pour donner des explications sur Mongo Plastique, il donne la réponse qu'il a donnée: je suis redevable de Rome pour les questions doctrinaires et non pour les stratégies économiques de la construction de mon diocèse. Mais on lui dit là-bas de ne pas rentrer au Cameroun.
il laisse comprendre que les dossiers qu'il a laissés au Cameroun ne lui permettent pas de rester. Et personnellement, donc, je dis que s'il avait trahi, le précepte de rester à Rome aurait été tout trouvé pour ne pas revenir se faire arrêter et subir le tort, lui. Monseigneur Ndomou est évêque à l'âge de 38 ans, ce qui est déjà trop jeune. Monseigneur Albert Ndomou n'a jamais connu les étapes hiérarchiques pour être évêque, c'est-à-dire curé de paroisse. Il a été vicaire, c'est-à-dire adjoint à un curé. Et c'est de là qu'il commence à graviter les échelons. Il est le premier noir de la curée diocésaine de Nkonsamba à occuper le poste de directeur diocésain de l'enseignement catholique. Or, les piliers de la mission, c'est l'église, c'est l'école et la santé et les hôpitaux. Donc, être directeur diocésain de l'enseignement catholique du diocèse de Nkonsamba signifiait qu'on lui a confié un poste stratégique. Ndomou va donc profiter du fait qu'il est directeur diocésain pour commencer le processus de camerounisation des cadres. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir pour directeur le premier Camerounais appelé à remplacer un blanc à la tête de l'école catholique Notre-Dame de Banca. Il avait pleuré à l'époque. Ndomou lui a demandé qui va relever ce pays, si ce n'est nous-mêmes. Et donc, il va s'exprimer là-bas. C'est dans le même cadre qu'il s'engage à encadrer la jeunesse, jusqu'à créer l'essor des jeunes. Et c'est même là-bas qu'il connaîtra les plus grandes promotions. Il est donc aumônier diocésain des jeunes. Il va créer le journal Essor des jeunes, et qui avait pour mission, comme tous les journaux, d'éduquer, mais surtout de former les jeunes à la prise de responsabilité future. C'est de ce poste qu'il est nommé maintenant aumônier général de la jeunesse du Cameroun. Et en tant qu'aumônier général, 2 ans plus tard, il est promu évêque du diocèse de Nkonsamba. Nous avons soupçonné, selon certaines écritures, que, étant à esprit contestataire, Rome aurait choisi. Il est d'abord le premier évêque Bamileke à nommer à la curie pour répondre à l'UPC. Et parce qu'on espérait que par la voix Bamileke, il peut parler au Bamileke de l'UPC et se faire entendre autrement. Mais également que ce poste prestigieux pouvait lui donner les ailes et pour abandonner un peu l'affront qu'il avait contre les missionnaires blancs. Mais ça va lui servir plutôt de tribune donc pour exprimer le caractère profond de ce qu'était Ndomou sur le chemin de la révolution. Et heureusement pour lui, presque les étapes de rupture de sa vie pastorale correspondent au grand moment de tournant de l'histoire du Cameroun. 1955, ordination. 1964, il est le premier évêque à remplacer l'évêque blanc qui avait soupçonné son départ en 1961 et Rome lui avait dit le Cameroun entre encore dans l'indépendance, attendons un peu de voir. Donc il est également le premier évêque auquel on confie le destin Cameroun dans les mains des Camerounais. Voilà un peu le processus qui l'amène à ce poste. Et pour les 6 années, Ndomou a été évêque pendant 6 ans, donc jusqu'en 70, à l'heure de l'arrestation. Nous ne comptons pas les 3 années de prison qui vont servir plutôt aux négociations pour qu'il démissionne officiellement. Donc même en nommant un administrateur CD Plena, il portait le titre de l'évêque. Il va donc tenir pendant 6 ans au poste. Mais si les 6 années n'avaient pas été très denses par le volume d'activité, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Parce que depuis 1970 jusqu'à nos jours, ça fait quand même 51 ans. Vous voyez, 51 ans que ça dure. Et donc, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il a créé cette épaisseur autour de lui. Et l'action qui a trop fait parler de Ndomou, c'est cette affaire Wandje. Dans une autre réponse, j'avais dit qu'avec les activités liées à la pastorale de l'époque, il avait barré la route à Amadou Ahidjo qui voulait nationaliser les écoles catholiques confessionnelles du Cameroun en disant que les écoles étaient le couloir de l'évangélisation des familles et que seule la volonté de Dieu pourrait s'exercer sur eux pour qu'ils libèrent l'école et mettre à la disposition de l'État, non seulement de l'État, mais d'un musulman qui était Amadou Ahidjo.
En 61. Parce que quand dans la lettre de Maccabée Tolo, il accuse Ndomo de trahison, et il avance certaines dates. C'est là où Ndomo lui dit, mais tu en sais donc quoi? Ma première rencontre avec Ernest Wandi, c'est même avant que je devienne évêque. En 61, il est encore vicaire à Nkonsamba. Et le premier poste de Monseigneur Ndomo, c'était à la paroisse Saint-André de Baham. Ndomo a été chassé de là-bas pour avoir fixé la croix sur le rocher sacré du village, le Fouvou. Vous entendez seulement ça au football. Le Fouvou de Baham, là, c'est un rocher sacré à Baham même. Et Ndomo a dit que Dieu était plus puissant que tous les objets sacrés traditionnels. Il a donc voulu faire la montée de colère des gens de Baham ont fait qu'on l'enlève de là. Vous me permettez comme ça de faire une parenthèse. Ndomo a travaillé toujours dans les zones dangereuses. On a même considéré à un certain moment que l'église catholique des Blancs, ne pouvant pas l'éliminer directement, le mettait dans les zones de maquis et que si les maquis règlent son compte, quelque part, ça va entrer dans les faits divers. La première rencontre, c'est 61. Là, vraiment, c'est entre les deux. Wandi est rentré au Cameroun parce qu'il était déçu de ce que Umnobe, auquel on reprochait d'avoir mené la révolution de l'intérieur, est mort sous les balles de l'administration coloniale, alors qu'on lui disait, mais déçu aussi parce que Félix Roland Moumia a été tué de l'extérieur. Wandi a dit, je préfère mourir les armes à la main à l'intérieur. Il décide donc de rentrer au pays en 1961 pour combattre le régime de Haïdou, qu'il a toujours considéré comme un régime fantoche à la solde de l'administration coloniale. Et qu'on avait donc ainsi remis l'indépendance à ceux qui n'en voulaient pas. Il est donc revenu pour essayer de combattre cette politique-là. Mais en 1964, donc, Monseigneur Albin Ndomo est sacré évêque de Nkonsamba. Et la préoccupation de 61 remonte. Maintenant, il est habillé d'une étoffe qui lui permet d'aller un peu plus loin. Et c'est donc lui qui fait la proposition à Amadou Ahidjo de rencontrer et de rallier Wandi. Ce qu'Amadou Ahidjo va accepter sous le couvert d'un certain nombre de signatures avait un document officiel qu'on a appelé le sauf-conduit qui permettait donc à Ndomo d'aller partout. Et c'est le préfet du Mongo, Félix Sabaleko, qui était chargé de lui mettre même le carburant dans la voiture. La première tournée pastorale de Monseigneur Albert Ndomo, en fait, c'est sur l'itinéraire du maquis. C'est-à-dire qu'il va aller en Nkonsamba, en Banga, mais c'est plutôt la piste du maquis qui le guide. Donc pendant qu'il dit les messes, dans les coulisses du pouvoir, il y a le travail en vue de rattraper Wandi. Il va s'opposer à l'administration coloniale d'Amadou Ahidjo par rapport aux chiens noirs. Il y a eu un caddie qu'on a pratiqué quand Ndomo devient évêque et qu'on a appelé le caddie du chien noir. Sur un chien noir, chacun passait jurer, moi je ne connais pas le maquis, ou bien dénoncer ce qu'il connaît. Et Ndomo a dit que ce n'était pas chrétien, ça les a opposés. Mais plus tard, on saura que c'est derrière cette politique de chien noir que les gens ont dénoncé les cachettes de Wandi et d'autres petits pistes, et qui va amener le gouvernement à pistonner également le projet qu'il a donné à Monseigneur Albin Ndomo. Donc c'est dans cette trame-là que Ndomo
finalement Wandi a été fusillé à Bafoussam. Dans les champs de café. Donc il a été témoin de la mévente des cafés. Monseigneur Ndommo naît en 1926, lorsque le Cameroun est entré sous mandat en 1922. Déjà la Première Guerre mondiale et plus tard la Deuxième Guerre mondiale, qui s'achève un an avant la sortie de Monseigneur Albert Ndommo du Grand Séminaire, qui atteint un peu les conséquences de cette guerre, pèse encore sur le commun des citoyens 5 ans après, dont il est ordonné prêtre en 1955, quand les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale pèsent encore. Or, Ndommo a été depuis dans sa vocation engagé dans une politique économique qui doit alléger les souffrances des peuples. Et c'est dans cette trajectoire que Mongo Plastique va trouver même sa naissance. Pas fabriquer l'outillage pour les ouvriers agricoles et tout ça. Et comme j'ai eu à le dire par ailleurs, pendant qu'il parlait de Mongo Plastique, les matières plastiques, l'État, lui, parlait de plastique TIC et qui disait donc que Ndommo est à l'initiative d'une société destinée à fabriquer les munitions et les armes de guerre. Mais Ndommo va donc impacter sur le Vatican parce que ce discours n'est pas limité aux frontières du diocèse de Nkonsamba. Et en rappelant ce que j'ai dit tout à l'heure, que appelé à Rome pour s'en expliquer, il a dit que les relations qu'il a avec Rome, c'est sur les questions doctrinaires. D'ailleurs, c'est là-bas qu'il démontre à Rome ce que Rome savait, qu'entre l'évêque de Rome et l'évêque de Nkonsamba, il n'y a pas eu de hiérarchie. Mais la hiérarchie naît du moment où on dit qui parlera en notre nom. Et que l'Église catholique décide qu'une voix doit parler au nom de l'Église catholique. Et on a dit l'évêque de Rome parlera en notre nom. Et c'est là où on lui donne l'onction de pape. Et ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que le pape, à l'exemple de François qui est là, il est d'abord évêque de Rome avant d'être pape, pas l'inverse. Lorsque le pape n'est pas au pouvoir, celui qu'on désigne, c'est l'évêque de Rome. Mais parce qu'il est l'évêque du siège de la chrétienté catholique, il porte le titre de pape. Alors, lorsque Ndommo commence à réfléchir comme ça, et que ces réflexions sortent du cerveau d'un Africain qui n'a pas voix au chapitre, ça continue à déranger Rome. Et Ndommo va maintenant dire ça en grandeur nature lorsqu'il participe à la 4e session du Concile Vatican II, qui est un concile de remise à jour de toute la pensée de l'Église, qui devait intégrer les valeurs fondamentales que posait la jeune Afrique indépendante. Nous nous rappelons que Alioune Diop, le Sénégalais Alioune Diop, qui va créer une société appelée SAC, Société africaine de culture, en 1960, et va se rendre à Rome pour dire au pape Jean XXIII, initiateur du concile, qu'au cœur des débats du concile devait être la question de l'Afrique. Si les Européens ont dit que l'Afrique avait la forme d'un point d'interrogation et que l'Afrique interrogeait le monde, oui, l'Afrique doit interroger le monde, mais l'Afrique doit aussi donner des réponses et ses avis aux questions du monde. Et c'est ça qui donne naissance à ce qu'on appelle la présence africaine. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup plus présence africaine comme maison d'édition. Mais le concept est façonné par Alioune Diop, qui est le père spirituel de Père Angèle Benvin, qui avait même créé un musée dédié au nom d'Alioune Diop. C'est dans toutes ces mouvances que les Ndommo vont apparaître. Ndommo, en 1955, quand il est ordonné prêtre, c'est la veille de la publication d'un ouvrage par 12 prêtres africains sous le titre « Les prêtres noirs s'interrogent ». Et Rome a demandé de quelle interrogation il peut s'agir. On s'interroge sur quoi? Est-ce que les prêtres africains ont même le droit de s'interroger? Ils s'interrogent sur quoi alors que nous sommes les réponses à toutes leurs préoccupations? Jean Zois, qui était déjà évêque, va fuir sa participation à la rédaction de cet ouvrage, mais les publications de Ndommo seront sur la trajectoire du fond de cet ouvrage-là. Les prêtres noirs s'interrogent. Lorsque tout cela est amassé, Ndommo se présentait donc comme un danger pour l'Église catholique. La ténacité de la réflexion de Ndommo sera une interrogation. Et comme j'ai déjà eu l'opportunité de le dire, cette Église qui est mise en branle par Ndommo au XXe siècle
avait déjà commencé les formulations depuis le XIe siècle et avait eu peur que des évêques de la trempe de Ndormo ne transforment leur diocèse en État dans l'État. Nous avons conclu notre travail en disant que, quelles que soient les motivations profondes de l'affaire Wandi Ndormo, Rome en a profité pour mettre sur le trottoir de l'histoire un évêque qui n'était plus au goût du jour par rapport à sa politique impérialiste et coloniale. Et c'est ça le fond de l'Église catholique. Moi, je suis catholique. Mais là, maintenant, quand nous mettons l'Église comme objet d'étude scientifique, ce n'est plus la chapelle. Et donc, le fond de la pensée de l'Église catholique, c'est l'impérialisme. Ils ont les sacrées congrégations de l'évangélisation, de la propagation de la foi. Et on trouve leur pendant dans les administrations coloniales, ministère des colonies, ministère de ceci. Et les diocèses ressemblent à Rome comme des colonies, n'est-ce pas, où on doit mettre un sous-fifre et servir de baïonnette pour le télécommander. Ndormo n'a pas compris ça. Et Ndormo était le chef d'un grand diocèse, le diocèse sur lequel et partie duquel étaient produits les 40% des richesses du Cameroun. Tout cela, Rome en tient compte. De Bonabéry à Magba, c'est-à-dire que du berceau du christianisme au Cameroun, qui est le foyer de Douala, jusqu'à la pointe de la zone musulmane, donc à Magba, donc il y avait de quoi alimenter un débat. Et donc, Rome, de ce point de vue, avait trouvé que Monseigneur Ndormo, qui était peut-être un privilège au départ, commençait à être une somme d'ennui à corriger. Et nous avons vu dans le procès de 1970 un prétexte pour le mettre. Lorsqu'on lit les 16 conclusions du Concile Vatican II, il y a une de ces résolutions, c'est même l'une des premières, qui porte sur Église, famille de Dieu. De toutes les façons, si on n'a pas le concept de famille, on ne peut pas bien comprendre. Le mot ecclésia, déjà, c'est la famille. Voilà. Et donc, lorsque Ndormo participe à la 4e session, qui est pour lui la première, et qui sera la dernière, il a été désigné évêque lorsque le concile se déroulait depuis 1962. Et donc, lorsqu'il participe à ça, un des miracles de Ndormo, c'est qu'il a réussi à prendre parole. Le concile réunissait plus de 2500 évêques. On les appelait les pères du concile. Dans ce forum où il y avait difficulté, même pour certains cardinaux, de pouvoir prendre parole. Qu'est-ce que Ndormo a fait? Jusqu'à aujourd'hui, les interrogations sont là, mais il a pris parole. Et il a pris parole donc pour critiquer déjà l'organisation physique du concile, qui met d'un côté les évêques des pays riches et de l'autre côté les évêques des pays pauvres. Donc le même schéma colonial. Et donc les évêques des pays riches ont à donner aux évêques blancs ou noirs, mais des pays pauvres. Il va critiquer ça. Il va dire que dans la notion de famille, on doit connaître ni riche ni pauvre. Chacun apporte sa contribution à la construction de la grande œuvre. Et la grande œuvre, c'est la grande famille avec G majuscule et F majuscule. L'histoire dit même que lorsque Ndormo va prononcer ce discours, pendant que les évêques de la zone pauvre vont applaudir, le premier contestataire du discours de Ndormo, c'est Monseigneur Jean-Zois du Cameroun. Et il prend la parole pour dire d'excuser ce jeune évêque qui ne comprend pas toute la politique du grand concile et qu'on le tolère. Mais c'est à l'inverse de la propagande personnelle de Ndormo. Ndormo était devenu traducteur et il parlait 7 langues couramment, Monseigneur Ndormo. Et donc, lors de ce dernier concile-là, c'est lui qui était traducteur pour les Polonais, pour les Grecs, pour les Latins. Si on mettait les popularités sur une balance, on pouvait dire qu'en ce temps-là, il a été même plus populaire que les gens voient les Yves Plumet.
en raison des engagements qu'il avait déjà sur place au Cameroun. Le récit est de Ndommo lui-même, dans beaucoup d'interviews qu'il a livrées à la presse. Au sortir donc de l'avion le 28 août, il aperçoit mais on dit le pape, maintenant c'est l'église. Donc ça, vous voyez, ce genre de croisement fait que même quand il est là, on voit le chef de l'État avait tendance de se plier, puisque le pape incarne la personnalité divine. Lorsqu'on étudie la théologie pontificale, on voit toute cette épaisseur de pouvoir que sous le couvert de Dieu, le pape représente. Il est vicaire du Christ, il est souverain pontife, il est chef du plus petit État du monde, 44 États. Donc, on ne peut pas voir l'épaisseur du pouvoir pontifical par la dimension et la superficie de son diocèse. Donc, s'il y a un élément qui le met un peu en haut, c'est l'élément Dieu qui est dedans. Et donc, lorsque sur sa trajectoire, un évêque embête, on ne veut pas savoir s'il prie 10 fois par jour avant de se coucher, mais on va voir plutôt si le comportement qu'il mène met l'Église en difficulté avec l'autorité politique quelque part. Si Rome ne bénit pas ça, son sort sera tranché par rapport à ça. Il ira en prison, il va faire 5 ans de prison à Tcholéré. Et j'ouvre la parenthèse pour vous dire qu'il y a 2 Tcholéré au Cameroun. Il y a le Tcholéré 1 qui abrite les services administratifs et le Tcholéré 2 où se trouve la prison est à 34 ou 37 km de Tcholéré 1. Et la prison est presque bâtie sur une île, quelque chose de ce genre-là, entourée de fils barbelés. Les eaux déjà sont une barrière, les animaux aquatiques sont une barrière, c'est à côté d'un parc. Ça veut dire que si quelqu'un se met à se promener là-bas, les animaux peuvent régler leur compte. Nous sommes à l'extrême nord. Les gens ont interprété que Ahidjo avait préféré Tcholéré pour Ndommo pour l'éloigner de son fief où sa popularité était très grande.
contrôler. Ousmane, gouverneur du Nord à l'époque, était chargé de cette mission, avec à ses côtés Yves Plumet pour le compte de l'Église catholique. Donc, il a fait ça. Et également, il faut préciser que 6 mois après, Rome lui-même avait déjà déclaré que tu es normal, mais envoyez-moi l'évêque de Konsamba. Les deux jouaient à toutes ces tricheries-là. Et lorsque vous lisez la déclaration de Jacques Foccart, qui est l'un des grands ténors de l'administration coloniale française, et il répond à la question du journaliste qui lui demandait que est-ce que la visite de Georges Pompidou au Cameroun 3 semaines après l'assassinat de Wandier n'était pas une caution du gouvernement français à ce qui est arrivé à Wandier. Jacques Foccart répond vaguement en disant bon, donc moi était gracié, l'autre n'était qu'un maquisard et on s'en est débarrassé. Bon, donc sur les deux côtés, ce que vous appelez ambivalence, ça se mesure. Mais lorsque Ahidjo va accéder à la demande, Ndomo va démissionner en 1973, ce qui permet à Rome de dire bon, il n'est plus évêque de Nkonsamba, il faut lui trouver un point de chute. Ahidjo avait mis la condition, si je dois le gracier, on ne peut plus cohabiter. Et d'où Rome maintenant travaillait seulement à chercher aussi un point de chute pour Monseigneur Albert Ndomo. Selon nos recherches, il y a eu 2 directions de recherche. Il y a ceux qui ont proposé des pays africains, ça c'est l'une des versions, Côte d'Ivoire et tout. Et on a vu qu'Ahidjo parfois fait des visites dans ce pays-là et il n'aimerait pas que dans ce pays, qu'on ait un prisonnier camerounais de l'autre côté, encore de la trame de Monseigneur Albert Ndomo. C'est ça qui fera aussi qu'on esquive la France. Même les gens n'étaient pas d'accord pour la France. Et finalement, nous nous inclinons à croire que Ndomo, selon ses déclarations, aurait participé lui-même à répondre à la question, puisque lui-même justifie en disant que j'ai préféré le Canada parce que les congrégations avaient contribué pour beaucoup à l'émancipation de l'Église catholique dans le diocèse de Konsamba. Et moi qui vous parle, je suis un pur produit du Collège Saint-Paul qui a été fondé par la congrégation des frères des écoles chrétiennes. On peut citer Saint-Jean de Mbanga, on peut citer Collège de la Salle à Douala, qui est la version technique, le prolongement de Saint-Jean de Mbanga. Saint-Jean-Baptiste de la Salle étant le patron des éducateurs chrétiens. On peut citer le collège Saint-Joseph des Forts, de Ndian aussi à l'est. On peut citer le collège Vogt de Yaoundé. Vous voyez, leur pendant étant les collèges jésuites, n'est-ce pas, voilà, Liberman à Douala, par exemple. Donc, c'est fort de tout ça, Ndomo va donc se retrouver à Québec. Il va passer 17 ans là-bas. Dans un premier temps, selon le récit et les témoignages de ceux qui lui ont rendu visite, il a été tenu loin du clergé canadien. Donc, mais il allait à la messe.
porte de sortie. Ça va donc soulever ce courroux et on va écrire tout ça. Et dans cette lettre, donc, on accuse Monseigneur Ndormo d'être à l'origine d'un certain nombre de problèmes. Mais ce qu'on retient dedans, c'est que la théorie qui est restée et que Rome a validée, c'est la théorie de la mutabilité des évêques, qui dit que si un évêque est en mauvaise posture, par exemple à Bafoussam, en l'envoie à Bertois, ça peut ne pas être le même problème. Et Rome va valider ça. Et le premier évêque sur lequel s'exerce la théorie de la mutabilité proposée par Monseigneur Albert Ndormo, c'est l'actuel cardinal camerounais Christian Toumi, qu'on va envoyer à Yagoua et de Yagoua à Garoua où il sera archevêque à la parvenir à Monseigneur. Notre thèse nous a donné quand même beaucoup d'informations pour comprendre ça. Et il nous a conforté sur la thèse du religieux et du politique.
L'évêque de Nkonsamba en poste est informé de la mort de Monseigneur Albert Ndormo, son prédécesseur, et avait la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'évêque vient chercher le corps de son prédécesseur? Et l'évêque a répondu par une fin de non-recevoir. Donc l'évêque de Nkonsamba n'a pas fait le mouvement. La constance, c'est que c'est Blaise Pascal Talla, promoteur de Jeune Afrique économique, que certains présentent comme étant le fils réel ou pas, mais de Ndormo, c'est lui qui s'en occupe de toutes les façons et qui prend le corps de Ndormo depuis le Canada. Mais l'épisode Cameroun est ce qui vous intéresse. Lorsque le corps arrive à l'aéroport de Douala, les fidèles étaient amassés pour l'accueillir. Et ces fidèles exigent que le corps fasse escale à la cathédrale de Douala, comme un peu ailleurs où c'est passé, pour une prière avant son départ pour Nkonsamba où il sera inhumé. L'évêque de Nkonsamba, qui ne s'était pas précipité à aller chercher le corps de Monseigneur Albert Ndormo au Canada, maintenant devient évêque de Nkonsamba et veut récupérer ce corps. S'ensuit à Douala une chasse-poursuite derrière un cercueil. Le cortège de l'évêque prend des raccourcis, mais le corps de Ndormo est rattrapé sur le pont de Vouri et ramené à la cathédrale avec l'intervention du préfet du Vouri de l'époque parce que ça menaçait de créer des émeutes. On a donc dit à l'évêque de Nkonsamba que la sécurité, c'est que le corps doit faire escale comme le demandent les fidèles à la cathédrale. La position de l'évêque de Nkonsamba était que la messe d'inhumation ne se déroule que dans sa cathédrale. On a dit qu'il ne s'agit pas d'une messe d'inhumation, il s'agit d'une escale de prière comme ça se fait autour de ce corps depuis le décès. On était déjà au mois de juin. Mais l'autre chose dont je ne parle pas longuement, c'est qu'en fait, il y avait distorsion entre l'évêque de Nkonsamba et le cardinal Christian Toumi, qui lui aurait suggéré, c'est-à-dire cardinal à l'évêque de Nkonsamba, qu'en raison de leur voyage prochain à Rome, dans ce qu'on appelle visite à la Mina, Blaise Pascal Talla témoigne que partout où il y avait querelle autour de son corps, quand on soulevait le cercueil, le visage était froissé. Là où il y avait la joie, le visage était détendu. Après, on va sortir les gens, on va couler encore un peu et on va avancer. Ça, nous sommes en 92. Lorsque, en 98, Monseigneur Paul Etoga
qui est dans l'histoire le premier évêque noir de l'espace français de l'Afrique noire, meurt à Yaoundé, à la messe d'inhumation organisée voit que les gens se battent pour l'autonomie de leur église, autonomie financière, autonomie matérielle et tout ça. Il y a plusieurs quêtes qu'on organise à l'église. Parce que l'église se rend compte elle-même en Afrique que si elle ne se débrouille pas pour créer ses propres moyens, la dépendance va être très difficile. Alors, Dormo avait initié ça il y a longtemps. On va se rendre compte aujourd'hui avec tous les combats dont l'Afrique est exposée que l'église doit réajuster ses positions pour parler à ses fidèles et non être la rallonge du discours colonial sur le terrain africain. Et on va se rendre compte également 50 ans plus tard que c'est maintenant que les Ndommo renaissent. Et donc on voit la montée au sein de l'église des prêtres qui veulent se former, même académiquement, pour être au niveau de la pensée sociale, n'est-ce pas, savoir parler aux jeunes qui montent et non plus tenir le discours du humanitarisme colonial et infantile, comme l'avait dit l'abbé Berlin Cussy. Aujourd'hui, l'église doit être une église debout, qui a été célébrée à l'occasion de la célébration du centenaire. Des évêques ont prononcé des discours qui montraient un air de rupture totale avec la politique vaticane. Et le maintien de Dieu, qui est toujours le socle. Et Père 20 va conclure en disant que la seule chance du monde aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et que si hier, la forme de l'Afrique a été un point d'interrogation qui interrogeait le monde, l'impérialisme l'a dit, l'Afrique s'interroge maintenant en termes d'introspection et trouve que c'est en retournant à ses propres sources personnelles que l'Afrique doit trouver les ressorts pour rebondir. Et là, quand on étudie la vie de l'Église dans cette trajectoire, les monseigneurs Ndommo ont été des précurseurs.